Alors, comme je disais au début de cette journée, nous avons mis côte à côte les stars d'aujourd'hui et les stars de demain. Tout enseignant-chercheur est d'abord un enseignant, c'est-à-dire préoccupé de la transmission. Elisabeth Richard est un enseignant-chercheur par excellence. Elle est soucieuse de la transmission. Elle n'a pu être parmi nous parce qu'elle organise elle-même un colloque à Nantes aujourd'hui, mais elle est soucieuse de sa transmission et nous a envoyé la future génération, 3 de ses étudiantes. Delira Mella, tout d'abord, plein centre, qui est ingénieure pédagogique dans le master didactique des langues à l'université Rennes 2, qui est titulaire de 2 masters, un master recherche, description et innovation en linguistique et didactique des langues, et un master numérique et ingénierie pédagogique pour l'enseignement de la langue étrangère. Elle prépare un doctorat donc sous la direction d'Elisabeth Richard, et elle enseigne en même temps le FLE. Ses travaux de recherche portent essentiellement sur l'acquisition des langues au sein des EIAH, environnement numérique pour l'apprentissage humain. Voilà. Ensuite, Anuli Pineda, qui était très intéressée par le projet COCA tout à l'heure, qui est aussi inscrite en thèse de doctorat sous la direction d'Elisabeth Richard, qui est, elle, enseignante à la fois en ELE, espagnol langue étrangère, bien que n'ayant aucun espagnol dans son ascendance, comme elle me l'a certifié tout à l'heure, et aussi en FLE, français langue étrangère, donc, à l'université Rennes 2. Elle est, elle aussi, titulaire d'un master numérique et ingénierie pédagogique pour l'enseignement de la langue étrangère, et ses axes de recherche portent essentiellement sur la linguistique des corpus des natifs et non natifs, niveau avancé, et l'ensemble des caractéristiques utilisées pour la constitution et la gestion de ces corpus. Et enfin, la plus jeune d'entre nous tous, Chloé Mornay, qui elle est inscrite en 2e année de master, toujours sous la direction d'Elisabeth Richard, à l'université Rennes 2, toujours dans le parcours numérique et ingénierie pédagogique pour l'enseignement du FLE, et qui enseigne le FLE. Elle a plusieurs expériences en tant qu'assistante à l'étranger, au Japon, en Roumanie, et elle projette de partir en Russie pour son stage de M2 à partir du mois de janvier. Donc nous avons une cosmopolite et une expérience déjà pratiquement cosmique. Donc je vous donne la parole à toutes les 3 et pour une ouverture vers les Serious Games, le titre de la communication c'est voyons, de la ludification au Serious Game FLE, l'exemple du FLEscape, et où il sera question de l'Escape Game version FLE. Je remercie monsieur encore pour cette introduction et aussi pour l'invitation. Du coup, sans plus tarder, on va commencer. Donc, inspiré de la perspective actionnelle du cadre européen, nous avons entrepris d'écrire un dispositif ludique et expérientiel pour l'accueil des étudiants internationaux, un escape game pédagogique que nous appelons FLEscape. Cette communication traitera 2 points essentiels, donc les passages de la ludification à la création d'un serious game FLEscape et l'évolution du rôle de l'apprenant dans FLEscape pour devenir acteur à 100%. Les pouvoirs du jeu pour l'apprentissage a été démontré depuis longtemps. 2 approches sont fréquemment mal utilisées et utilisées en même temps, la ludification ou la gamification et la conception ou adaptation d'un serious game. D'un côté, nous avons la ludification, c'est-à-dire l'utilisation d'éléments propres à la conception de jeux dans des contextes non ludiques. L'ajout des mécanismes ludiques peut encourager des comportements comme la participation active, la présence, l'humour, la créativité, le leadership et l'éveil à la curiosité. Cependant, le scénario ludique n'est pas assez développé. Par exemple, si on choisit d'utiliser des mots croisés pour créer du lexique, l'activité toute seule n'est pas efficace parce qu'il manque une étape de remploi où l'apprenant puisse réutiliser en contexte réel le nouveau lexique. C'est-à-dire que l'activité ludique isolée en classe reste encore trop détachée de la réalité des apprenants et en conséquence, l'attention des apprenants n'est pas suffisamment accrochée. D'un autre côté, nous avons les serious games, c'est-à-dire les jeux sérieux, c'est-à-dire des jeux dont la finalité première est autre que le simple divertissement.
capable de mettre en place des interactions propices à la réalisation des tâches qui n'est pas toujours possible de reproduire en classe. Ces deux approches sont souvent mal distinguées l'une de l'autre, pourtant elles diffèrent par le processus de création et les résultats. Le jeu sérieux permet de capter l'attention des joueurs sur des longues périodes, tout en procurant un sentiment d'accomplissement et de bien-être important. Ce phénomène est caractérisé sur le terme d'expérience optimale, qui vient de l'anglais flow. Il s'agit d'un état mental atteint par une personne lorsqu'elle est complètement plongée dans une activité et qu'elle se trouve dans un état maximal de concentration, de plein engagement et de satisfaction dans son accomplissement. Donc du coup, j'espère que vous êtes dans le flow de notre présentation. Pour Alcino Ferreira, apprendre, c'est acquérir des connaissances et enseigner, c'est transmettre le savoir. Mais apprendre, c'est également acquérir des compétences et il en découle qu'enseigner, c'est aussi mettre l'apprenant en situation d'observation puis de pratique des savoir-faire et savoir-agir. Avec une activité ludifiée, on introduit des comportements positifs chez les apprenants. Avec un serious games, on crée un contexte immersif et propice à la prise de décision. Les apprenants acquièrent et mettre en place des compétences linguistiques afin d'agir et de faire agir les autres en devenant des acteurs. Il existe un grand éventail de jeux de pistes par exemple, jeux de rôle, jeux de plateau et j'en passe, qui peuvent être détournés en serious games. Et ils peuvent développer ainsi ce qu'on a commencé à nommer des learning serious games ou des jeux sérieux d'apprentissage. Elmiter Recherche l'IDIL et les masters didactiques des langues de Rennes 2 ont fait le choix de développer un Learning Escape Game pour l'accueil des étudiants internationaux à l'université. Afin de vous montrer les changements qui se produisent chez nos apprenants à partir de la mise en place de ces serious games, nous devons d'abord définir ce que c'est un escape game pédagogique. Un escape game pédagogique est un jeu qui consiste à s'échapper d'un lieu clos en résolvant une série d'énigmes dans un temps imparti. Il s'agit d'une activité intéressante pour l'apprenant parce qu'elle permet une résolution de nouveaux problèmes complexes dans un temps imparti restreint de façon ludique. Les escape games sont construits autour d'une histoire, le scénario, et dans un environnement matériel qui est composé du décor, des personnages fictifs, des énigmes, et on dessine tout ça par les termes background. Ces jeux font intervenir des éléments de jeu de rôle et la mise en contexte scénarisé immerge les participants dans les scénarios créés par l'enseignant-concepteur. Dans un escape game pédagogique, il y a 3 étapes. La première, c'est l'introduction au jeu. La deuxième, c'est le jeu en lui-même. Et la troisième, c'est le débriefing, c'est-à-dire le bilan qu'on fait à la fin d'une partie d'une session escape game. Afin de permettre la mise en œuvre et la réalisation de l'étape de briefing, une étape relativement complexe, les participants doivent être capables de réfléchir sur leur apprentissage et sur le chemin qu'ils ont dû emprunter pour résoudre chaque énigme. C'est une réflexion qui se construit parce que chacun des membres doit apporter des informations différentes sur la résolution et les détails oubliés par leurs coéquipiers. Le débriefing dans Learning Escape Game, bien mené par le maître de jeu, permet une identification, une généralisation et un transfert des compétences vers d'autres situations. La planification d'un escape game prévoit 3 étapes au cours desquelles l'étudiant passe d'étudiant à joueur, puis retour à l'étudiant. Une réflexion conjointe avec les étudiants du master didactique des langues a permis de développer Flescape. Flescape est un learning escape game proposé à une équipe de maximum 12 personnes. Les participants sont enfermés parce qu'on ne nous laisse pas les enfermer par les vrais, mais on voudrait bien. Dans une salle avec 6 énigmes, ils rentrent dans la pièce et ils disposent de 30 minutes pour résoudre des énigmes et pouvoir s'en échapper. L'objectif principal visé par l'escape game et les connaissances à acquérir à travers les jeux ont été définis en amont. La thématique choisie est l'accueil des étudiants internationaux universitaires Rennes 2. C'est pourquoi toutes les énigmes ont été conçues pour faire découvrir les participants les campus de Rennes 2 et plus largement la structure d'une université française. Flescape met tout en œuvre pour établir une structure qui respecte l'équilibre entre le ludique et le sérieux.
C'est pourquoi Flescape propose 6 énigmes, dont certaines d'entre elles sont des activités ludiques traditionnelles, scénarisées et adaptées au contexte de notre escape game. Parmi ces activités, nous avons des mots croisés, des puzzles, des vignettes, des assemblages par exemple. Les énigmes Flescape ont été créées en respectant un équilibre entre la difficulté de chaque énigme. La solution des énigmes Flescape déclenche simultanément chez nos apprenants, qui est bénéfique aux échanges et à la constante interaction entre les apprenants. Donc, on peut savoir bien qu'une activité ludique ne suffit pas elle-même pour créer un apprentissage significatif. En partie parce qu'en tant qu'activité isolée en classe et sans aucun type de scénarisation ou mise en contexte, l'activité ne provoque pas chez l'apprenant la motivation nécessaire pour la réaliser. Donc, on peut aussi voir que dans les serious games et dans les learning escape games que nous avons créés, c'est une stratégie d'enseignement qui permet davantage l'implication et la motivation de la part des apprenants grâce à son haut degré d'immersion, de participation et l'interaction bien évidemment. La résolution des énigmes Flescape témoigne d'une participation active et d'un engagement accru chez les apprenants. On pourrait attribuer au fait de l'avoir ajouté des mécanismes ludiques et une scénarisation aux énigmes basées à la base sur des activités traditionnelles. Par conséquent, une motivation extrinsèque est éveillée chez l'apprenant au moment de résoudre les énigmes, permettant ainsi une participation active et une implication directe de leur savoir. On peut les voir à travers les énigmes, tels que le mot croisé, on a dit d'olive antérieurement. Donc, ils sont utilisés pour identifier les terminaisons muettes des verbes conjugués au présent. On peut aussi les voir avec l'énigme de la table Ouija avec Boki, où les apprenants utilisent un puzzle pour reconstituer les campus de l'université de Rennes 2 et s'y situer à l'aide des indices. Dans Flescape, les apprenants peuvent choisir de résoudre l'énigme qu'ils souhaitent dans un parcours non linéaire, c'est-à-dire que les énigmes sont résolues sans aucun ordre prédéfini. Donc, plusieurs énigmes peuvent se résoudre en même temps. Les choix de ces parcours multiples brident l'inactivité des participants. Donc, l'enchaînement des énigmes est varié dans l'intention de mobiliser les différents savoirs et compétences des participants et aussi dans le but de conférer à l'apprenant la liberté de travailler dans ce qu'il souhaite, dans l'ordre qu'il le souhaite et surtout avec qui il le souhaite. Donc, c'est pour cela qu'on peut dire que ce qui éveille chez l'apprenant une motivation intrinsèque. L'évolution du rôle de l'apprenant et la motivation sont profondément liées. D'une part, la motivation est reflétée par l'implication ou bien l'engagement de l'apprenant lors de la mobilisation de ses savoirs pendant la résolution des énigmes. Et d'autre part, le fait d'avancer dans son processus d'apprentissage à travers la réussite du jeu et l'interaction avec les autres participants favorise la prise de conscience de la part de l'apprenant et favorise la progression et l'évolution de son propre rôle. Lors des expériences réalisées avec Flescape, nous nous sommes ainsi rendus compte de deux éléments saillants. Le premier est qu'il n'y a pas d'évolution de rôle de l'apprenant sans motivation et qu'il n'y a pas de motivation sans la perception de cette évolution de la part de l'apprenant. Le second est que le degré de motivation des apprenants à accomplir des activités, ou bien dans ces cas-là des énigmes, et à s'impliquer davantage dans les jeux, dépend de deux facteurs. Un interne, donc la motivation intrinsèque, et d'un facteur externe, la motivation extrinsèque. Selon Daisy et Ryan, l'individu est susceptible de faire face à trois types de motivation. La motivation intrinsèque, la motivation extrinsèque et la amotivation. La motivation est définie par Daisy et Ryan comme l'absence de motivation. Les apprenants qui font preuve de la motivation s'engagent dans les activités sans trop connaître les raisons de leur implication et sans trop savoir ce que celle-ci leur apporte en retour. Cette motivation est présente bien sûr aussi dans notre jeu, on ne s'échappe pas, mais c'est qu'au début, à l'entrée des escape games, lorsqu'ils ne connaissent pas vraiment le rôle qu'ils vont
avoir dans cette jeu. La motivation intrinsèque porte sur l'engagement de l'individu. Elle se réalise de façon volontaire et spontanée, uniquement par intérêt et le plaisir que l'individu trouve à l'action, sans attente des récompenses externes. Par exemple, lors de la réalisation des énigmes of escape, l'apprenant fait face à 3 types de motivation intrinsèques. Donc, on a la motivation intrinsèque liée à la stimulation. Donc, l'apprenant trouve des sensations fortes pendant la résolution des énigmes choisies par lui-même, bien évidemment. La motivation intrinsèque liée à la connaissance. Donc, l'apprenant résolut des énigmes et donc il ressent le plaisir de la découverte et la réussite. Les deux sont très importants pour pouvoir avoir cette motivation. La motivation intrinsèque liée à l'accomplissement. Donc, l'apprenant a le sentiment de relever et de réussir les défis. Concernant la motivation extrinsèque, elle renvoie à la pratique d'une activité effectuée non en raison du plaisir qu'elle procure, mais pour des raisons qualifiées externes. En participant à Flescape, les apprenants font preuve de 2 types de motivation extrinsèque par régulation. Donc, la première motivation extrinsèque par régulation externe s'est produite lorsque les apprenants s'impliquent dans le jeu, grâce au dynamisme, aux dynamiques de jeu. Donc, on peut voir la scénarisation, la thématique de l'escape game, le temps limité, les défis et les récompenses, bien évidemment, afin de gagner le jeu et de sortir de la salle. La seconde motivation extrinsèque par régulation intégrée lorsqu'il s'implique dans la réalisation d'une énigme afin d'obtenir l'approbation et l'approbation des autres apprenants ou d'autres participants et aussi du maître du jeu. Le canal principal de communication que les apprenants joueurs ont dans une session Flescape est le canal vocal. Dans Flescape, il faut parler et interagir à l'oral rapidement pour échanger les informations. Les messages que les participants transmettent a pour objectif principal de faire agir le coéquipier, c'est-à-dire de déclencher une interaction ou une action chez l'interlocuteur. Cependant, la communication peut se voir enrayée quand les apprenants manquent de lexique pour se faire comprendre. Le maître du jeu peut intervenir quand il s'aperçoit de ces difficultés, mais surtout et surtout pas avant. Le maître du jeu ajuste la nature de son étayage didactique et il utilise différentes méthodes de reformulation pour expliquer les lexiques entendus. Il devient donc facilitateur de l'information. Néanmoins, les échanges avec les maîtres du jeu ne sont pas spontanés chez les apprenants A2. On appelle les apprenants A2 des chercheurs parce que très vite dans le jeu, ce sont eux qui découvrent les indices cachés. Leur difficulté à communiquer avec leurs coéquipiers se trouve largement soutenue par les étudiants B1, B2 et C1, qu'on identifie comme des vérificateurs partageurs. Ils deviennent donc des vérificateurs partageurs en assurant l'échange entre les facilitateurs et les chercheurs. Pour illustrer ces échanges, nous allons schématiser les passages de la reformulation du mot tableau de bord. Notre tableau de bord, c'est en fait une interface où les étudiants viennent pour ajouter les réponses de chaque énigme. Alors, ça demande des manipulations de mon génie. Donc, nous avons les vérificateurs qui viennent vers le maître du jeu pour avoir la définition du tableau de bord. Ils amènent avec eux cette définition. Donc, dans une deuxième étape, les chercheurs qui ont entendu cette définition mais qui ne l'ont pas comprise viennent vers les vérificateurs pour re-entendre cette définition. Eux, à son tour, reformulent cette définition donnée par les maîtres du jeu. Donc, du coup, il y a une nouvelle définition du mot tableau de bord qui apparaît. Et les chercheurs identifient dans la salle l'ordinateur qui contient le tableau de bord et par la suite, ils transmettent cette information aux vérificateurs. Les vérificateurs confirment que c'est bien le tableau de bord et commencent à y introduire les réponses des énigmes déjà résolues. C'est donc notamment dans la construction d'un lexique commun que les ajustements enseignant-apprenant apparaissent grâce aux interactions entre pairs. Finalement, même dès le niveau A2, les apprenants trouvent leur rôle coopératif. Ils cherchent des indices, ils partagent avec les vérificateurs et ils délèguent la tâche de validation des réponses aux apprenants les plus avancés.
Dans la dynamique d'apprentissage de Playscape, nous avons pour objectif principal de sortir du contexte de la classe, bien évidemment. En entrant dans le contexte ludique et immersif, l'apprenant devient joueur. Faire oublier le contexte de la classe à l'apprenant implique de réveiller en lui la motivation à prendre des risques avec la langue possible. Il oublie le regard évaluateur de l'enseignant, étant donné que dans le jeu, l'enseignant devient le maître du jeu et il prend le rôle de facilitateur d'information. L'enseignant attribue la place d'acteur principal à l'apprenant joueur, puisque ce dernier doit agir et faire agir ses coéquipiers. Dans Playscape, si les apprenants se trompent, ils considèrent qu'ils sont perdus au jeu et non qu'ils sont échoués d'un point de vue linguistique. Donc nous avons remarqué lorsque certains étudiants y jouaient ou certains participants jouaient, donc quand certains apprenants ne parvenaient pas à sortir de la salle de jeu, ils voulaient automatiquement rejouer pour gagner. Donc ils voulaient réessayer jusqu'à qu'ils puissent sortir de la salle et réussir le jeu. C'était trop drôle comme expérience. En fonction de chaque rôle, chercheur ou vérificateur, les apprenants joueurs développent des compétences langagères plus ou moins avancées. On peut dire qu'avec Playscape, tous les participants développent des compétences langagères interactionnelles, mais ceux qui en tirent le plus de bénéfices sont les partageurs. En effet, ces apprenants qui ont plus d'interaction avec tous les participants, avec les autres partageurs bien sûr, mais aussi avec les chercheurs et avec les facilitateurs, sont amenés à réaliser plusieurs tâches en simultané et développent ainsi plusieurs compétences conjointes. Plus l'apprenant joue, plus il maîtrise et accepte les différents rôles que Playscape lui propose d'endosser. Un apprenant-chercheur dans le jeu accède plus facilement au rôle des partageurs lors des séances des jeux ultérieures. Donc nous venons de le dire, en prenant le rôle de maître du jeu, l'enseignant fait en quelque sorte sortir les apprenants du cadre traditionnel de la classe. Et il est alors plus à leurs yeux celui qui évalue, mais celui qui guide, devient donc le facilitateur. Les apprenants, eux, sont débarrassés de leur peur et participent donc volontairement au jeu. C'est un choix et non plus une réponse à la demande de l'enseignant. C'est ainsi donc que l'apprenant devient un joueur. Mais avec Playscape, l'objectif est que l'apprenant devienne l'acteur principal de son apprentissage. Et grâce aux différents niveaux des membres de son groupe et à la variété des énigmes proposées, l'apprenant-joueur peut fixer lui-même ses objectifs en fonction de son niveau. Il devient alors un chercheur, un partageur ou un vérificateur. Il est immergé dans le scénario et investi dans son rôle. Il n'a alors pas conscience d'être en situation d'apprentissage. Et de ce fait, il n'a aucune réticence à l'acquisition de nouvelles compétences. En fait, il acquiert les compétences pour permettre l'avancée du jeu. Donc les énigmes qui sont développées, elles le sont afin de faire appel à toutes les compétences linguistiques des apprenants-joueurs. Nous pouvons voir que l'énigme numéro 1, elle cible principalement l'interaction, par exemple. L'énigme numéro 2, elle cible la compréhension écrite. On a l'énigme numéro 3 qui mobilise l'interaction, la compréhension et l'expression écrite. Les énigmes numéro 4 et 5, elles vont plus favoriser la compréhension orale. Et enfin, pour finir, le tableau de bord, il va compiler et rassembler toutes les compétences qui ont été mises en œuvre pendant les énigmes. Enfin, vous l'avez compris, afin que l'apprenant-joueur s'épanouisse dans son rôle et qu'il ne soit sujet à aucune frustration, à aucun blocage, c'est le rôle du maître du jeu qui est très important. Il doit veiller à n'être ni trop présent, ni trop absent, et les apprenants-joueurs doivent le voir comme faisant partie du background dont on parlait tout à l'heure, donc le contexte, l'environnement matériel, les décors, les personnages fictifs, les énigmes, qui permet l'immersion totale de l'apprenant-joueur. Le maître du jeu peut pour cela faire partie du scénario et interpréter lui-même un rôle en se déguisant par exemple,
Bon, ici, nous ne sommes pas déguisés, mais la volonté était là. Il faut savoir que plus le background sera complet, c'est plus l'apprenant sera investi dans son rôle et deviendra alors acteur à 100%. Donc en conclusion, nous pouvons dire que dans la salle Fluscape, l'apprenant-joueur devient acteur à 100%, à la fois parce qu'il choisit d'agir, de faire agir et réagir les autres. Ensemble, ils construisent un espace d'échange et d'apprentissage communautaire et collaboratif. Fluscape vise la confrontation de savoirs multiples et notamment de savoirs expérientiels, lesquels se construisent dans les groupes par l'interaction et la coaction apprenant-apprenant. Donc nous vous remercions de votre écoute et vous pourrez par la suite tester l'escape game vous-même en ligne, car ils ont été adaptés en ligne avec l'arrivée des cours à distance. Donc en recopiant le lien qui est juste au-dessus. En fait, vous ne pouvez pas sortir de la salle sans avoir réussi l'escape game. On est coordonnés, les portes sont fermées. Ou bien si vous faites un chèque important, alors vous devez en attendre. C'est l'alternative qui est proposée. Oui, ouais. On les partage, ça va. Est-ce que le jeu est accessible à tous? Oui. Voilà, gratuitement. Oui, alors on peut vous montrer un peu avant de partir. Ça, c'est la version numérique qu'on a développée. Comment est-ce qu'on fait pour passer de la version en ligne pour vraiment l'utiliser en classe? Oui, parce qu'en fait, cette année, chaque année, en fait, avec les étudiants de master, on fait une formation pour que ce soit eux-mêmes qui construisent les escape games, les salles. Et cette année, on était en fait contraints de ne pas mettre trop d'étudiants dans une salle, donc du coup, on a fait une formation hybride. Donc la moitié des étudiants étaient à présentiel, on avait 60 étudiants en présentiel et 60 étudiants en ligne, et donc du coup, ils ont utilisé 7 salles pour construire l'escape game. Et donc du coup, vous pouvez voir que dans chaque partie, il y a des indices cachés et on peut interagir avec en cliquant sur X. Là, c'est la présentation de nos étudiants, si vous voulez les connaître. Et sinon, il y a la partie des indices. Donc, et c'est quel niveau? Alors, pour cette salle-là, on avait visé le niveau B1, mais B1+, en fait, quand on a fini, on s'est rendu compte que c'était bien confirmé, en fait. Ça demande beaucoup de compétences. Oui. Mais lorsque, par exemple, on fait l'escape game en réel, on peut mélanger les publics. On a toujours fait des mélanges de mixité. Donc il y a un A1 jusqu'à un niveau avancé, même des natifs. Donc c'est très enrichissant cet échange entre tous les niveaux. Ah oui, donc vraiment de se servir de l'escape game pour faire. En fait, c'est à la base, ça a été créé pour la rentrée scolaire. Donc tous les étudiants étrangers qui connaissaient personne arrivaient à Rennes 2, jouaient ces jeux et ils sortaient avec un groupe d'amis. Donc c'était vraiment, tout le monde gagnait. Et il y a des tranches d'âge? Non. On a tout vu. Est-ce que les participants respectent le fait de ne parler que en français dans le jeu? Non, ça dépend. On essaye de le faire respecter, mais par exemple, quand on est un groupe, par exemple un jour il y a 5 Italiens qui sont arrivés pour jouer. Là, ils essayent, mais il y a le langue maternelle qui sort involontairement. C'est un jeu, donc on est stressé et c'est là. Ça pourrait faire partie de l'objectif pédagogique de faire en sorte que le maître du jeu redirige en permanence. Ah, ça s'est fait. Mais automatiquement, il faut en fait, c'est naturellement, ça sort et c'est le maître du jeu qui doit venir. Je vous indique que si vous continuez à parler dans ces langues-là, genre vous allez rester ici, c'est pas la langue qu'on parle dans cette planète. Bon, on commence à donner des petits indices pour dire qu'ils ne peuvent pas parler dans leur langue maternelle. Et est-ce que ce jeu fait partie d'un
et fait partie finalement d'un plan planning pédagogique, ou est-ce qu'il peut être juste joué comme ça par hasard, ou est-ce que c'est dans le contexte d'une classe où justement peut-être avec le professeur on a construit des outils pour ensuite arriver au jeu avec une base pédagogique qui permet de jouer et vraiment de l'utiliser à bon escient? Alors, il y a les deux options. Soit on peut l'intégrer dans un cours parce qu'on a des fiches pédagogiques qui montrent l'objectif de chacune des énigmes, donc avec les objectifs pédagogiques, linguistiques et tout. Sinon, on peut les jouer un jour comme ça, si on a envie de faire quelque chose ensemble, parce qu'ils peuvent se connecter quand ils veulent en fait, et ils peuvent être tout à fait détachés de la séquence pédagogique. On a les deux. Et on a même plusieurs sujets, parce que par exemple, avec Chloé, on a développé aussi la version du féminisme. Donc, on a un escape game pour le féminisme. Et donc, du coup, il y a les étudiants étrangers qui sont venus quand même jouer, même si c'était plus pour un public francophone, natif. Et ils se débrouillent super bien, en fait, parce qu'il y a tous les indices qui les aident pour entrer dans les sujets. Donc, du coup, ça dépend vraiment de l'enseignant, comment est-ce qu'ils veulent l'introduire. Mais on peut tout à fait les faire. Si l'objectif c'est vraiment français langue étrangère, l'idée est quand même c'est encore plus intéressant de l'inclure dans un parcours global. C'est ça. Ouais. Après, ça peut se faire indépendamment pour le côté ludique et l'accès à la langue en plus. Oui, ouais, tout à fait. On peut tout faire. Voilà, je voulais préciser que... Pardon? Oui, il faut. Et bien précisément, ce que je voulais préciser, c'est que Elisabeth Richard nous avait proposé de présenter la chose sous la forme d'une illustration, d'un exemple d'escape game, mais comme notre programme était très très chargé, ce que j'ai suggéré, c'est que nous réservions une autre occasion pour le faire, que ce colloque s'achève par cette proposition pédagogique qui me paraît tout à fait nouvelle et très suggestive et très stimulante, et que nous le gardions à l'esprit pour l'avenir. En tout cas, je suis heureux que ce colloque s'achève par cette question des serious games qui est de plus en plus introduite dans toutes les questions de pédagogie en général et qui a toute sa place dans l'enseignement des langues étrangères en général et dans le FLE en particulier. C'est quelque chose qui me paraît important. Je voudrais aussi, pour finir, vous remercier toutes et tous de votre participation à ce colloque qui nous tenait vraiment à cœur pour célébrer le gros siècle d'existence de notre institution. C'était pour nous un moment important, un moment qui est la fin d'un cycle et puis le début d'un nouveau cycle qui nous conduit tout droit demain ou après-demain vers le second siècle. Mais en attendant ce nouveau colloque dans 98 ans, donc, mais j'espère qu'il y en aura d'autres, qu'il y aura des colloques intermédiaires peut-être, je voudrais adresser quelques remerciements particuliers aux ex de notre institution, Geneviève Vassot, qui est présente parmi nous et qui m'a beaucoup aidé pour l'élaboration du programme scientifique de ce colloque. Il y avait tout à l'heure aussi Maria Dimopoulou qui était parmi nous, qui était un autre pilier de notre institution. Et hier soir, Audrey Rouget, sans qui le monde paraît bien terne également. Donc, je voulais dire à toutes les trois que, bien que vous soyez nos ex, vous êtes chez vous, ici pour toujours. Voilà. Et pour finir, je voudrais adresser aussi des remerciements tout particuliers à Florent Raoult, qui était très très présent hier et qui a assumé toute la logistique de ce colloque, et à Violaine Péladan, qui est là jusqu'au bout, la première arrivée et la dernière partie, qui m'a trompé, il faut bien le dire, parce qu'elle m'a fait croire qu'il était possible d'organiser un très gros colloque sans travailler. Et je crois que c'est à cette prestidigitatrice que nous devons cette illusion, et je la remercie très très chaleureusement. Voilà, j'espère pouvoir vous donner rendez-vous très prochainement. Nous essaierons de publier les actes de ce colloque en 2 volumes séparés parce que les 2 journées portaient sur des sujets très différents. J'adresserai à tous les participants un mail pour donner les consignes de présentation et les délais. La date, ça devrait être fin janvier pour la remise des textes. Vous aurez une certaine liberté pour la longueur des textes de toute façon, puisque dans la mesure où il s'agira de 2 volumes, ils seront assez petits. Voilà, je vous propose, avant de nous quitter, de prendre un verre et un
calumet de la paix.